Mesdames et messieurs, si vous nous le permettez, nous allons... Est-ce que vous voulez quoi? Si vous voulez enregistrer, ben oui, c'est ce que vous faites. Ça va être... Il vaut mieux avoir un backup. Protégeons-nous. Je suis pas sûr que ça va être bon. On va faire une synthèse des blocs qui vont être questionnés, les blocs théoriques qui vont être questionnés à l'examen. Alors, ce que je vous propose, c'est d'y aller à l'inverse de ce qu'on a vu pendant la session. Là, on va essayer d'aller jusqu'au développement, donc crise, mort, deuil. Je ne ferai pas de synthèse pour agressivité, parce qu'on vient juste de faire ça, là, à moins qu'il y ait des questions à ce sujet-là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des questions sur le bloc agressivité. Alors, les questions, ça va être identifier l'individu qui manifeste des comportements agressifs. Ça va être assez évident. Donc, en fait, c'est pas parce que tu as une émotion que tu es agressif. Il faut que vous soyez capable de repérer soit le patient ou soit l'infirmière ou le médecin qui a des comportements agressifs. Et son échelle? Exactement. Alors, la question va porter sur évaluer à quel niveau de dangerosité le patient est rendu. Alors, les mots à dire pour répondre au niveau de dangerosité, ça va être agité ou perturbateur ou destructeur ou dangereux ou létal. Alors, vous allez dire le nom de ce niveau-là et vous allez aussi dire, mettons, je vous dis justifier votre réponse. Si vous me dites il est perturbateur, alors justifiez votre réponse. Alors, dans votre réponse, il faut que vous me disiez le critère. À quoi on voit qu'on est perturbateur? C'est quand notre agitation dérange l'autre. C'est une question? Oui. C'est quoi? C'est juste que, mettons, lui, c'est comme je dis, qui se dénie lui-même. Ça serait quoi dans le niveau? Ben, par exemple, quelqu'un qui menace de se tuer, qu'est-ce que tu ferais? Mettons un suicidaire, est-ce que, à ton avis, il y a un niveau de dangerosité dans le comportement suicidaire? Oui. C'est-tu dangereux, quelqu'un qui veut se suicider? Oui. Ça dépend s'il veut seulement s'apporter lui ou tout le monde. Bon, effectivement, c'est quelqu'un qui veut suicider tout le monde avant de se suicider lui-même. C'est quelqu'un qui est particulièrement très dangereux. Mais si on prend juste le critère qu'on a vu, là, quelqu'un qui veut se suicider, c'est létal. Oui. C'est létal. Donc, il est full top niveau de dangerosité, sauf que c'est pas orienté vers les autres, c'est orienté vers lui. Quelqu'un qui... Moi, j'ai eu un patient qui faisait ça quand il était dans des colères extrêmes. Il déchirait son linge, il déchirait ses livres. Qu'est-ce que vous en diriez en utilisant la théorie sur l'agressivité, l'échelle de dangerosité, vous l'évalueriez comment, lui? Destructeur. Destructeur. Parce qu'il orientait l'expression de son agressivité sur des objets. Fait que donc, ce serait niveau 3. On ne va pas donner des numéros, là, mais on va donner le nom. C'est comme il est de niveau destructeur, cet individu-là. Alors, je vais vous demander, dites-moi quel niveau la personne est rendue. Justifiez votre réponse. Donc, s'il est agité, c'est parce qu'il manifeste une émotion physiquement sans qu'il y ait d'impact sur autrui, mais cette émotion-là, elle est manifeste chez la personne. Et là, vous allez dire, mettons, il a des tics nerveux ou il se tournicote la couette, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, là, mais vous allez décrire les gestes d'agitation qu'il fait. OK, donc le niveau et justifier votre réponse. Oui. Est-ce que ça peut être verbal ou non verbal? Ça n'a pas d'importance. Okay. Si je prends un revolver et je le pointe vers toi, je suis létal. Si je te dis verbalement sans pointer le revolver, là, m'a tué, je suis létal. Ça marche? C'est bon. Ensuite de ça, toujours dans le bloc sur l'agressivité,
je vais vous demander quel est le message implicite manifesté par la personne. Alors, le message implicite, quand on est agité, c'est quoi? J'éprouve une émotion qui me déborde, en fait. Lorsqu'il est perturbateur, c'est quoi mon message? Soyez attentifs à moi. Entendez mon émotion, entendez ma détresse. À partir du moment où il est destructeur, donc destructeur, dangereux et létal, ça veut dire que la personne a perdu le contrôle d'elle-même. Alors, c'est pas juste écoutez-moi, c'est contrôlez-moi. C'est ça que je dis. Contrôlez-moi. Donc, le contrôle, ça commence à partir du stade destructeur. Exactement. Alors, lorsqu'il est destructeur, il est encore capable de se contrôler. Donc, il va dire « contrôlez-moi » ou « aidez-moi à garder le contrôle de moi ». Mais lorsqu'il est dangereux et létal, là, il ne faut pas juste l'aider lui à se contrôler. On prend en charge le patient. On le contrôle. Donc, évidemment, dans les hôpitaux, c'est pas vous qui allez faire ça. Là. Il y a des, quand c'est un code blanc, il y a une gang qui monte à l'étage, qui ont été formés en clé de bras et tout ça, là, pour contrôler la personne. Vous, comme infirmière, en attendant le gardien de sécurité, vous allez utiliser une technique en relation d'aide qui s'appelle contrôle. Ça va être une intervention verbale. Alors, le contrôle, c'est des verbes à l'impératif, des phrases brèves. Là. Mettons, déposer votre cabaret, ou déposer la seringue sur la table. Faites un pas en arrière. Ou bien, asseyez-vous. Il faut donner des ordres brefs, sans insulter et provoquer plus la personne. Donc ça, c'est pour la question sur l'agressivité. Ensuite de ça, dans le cours, il va y avoir, bon, écoutez bien ça, là. Je ne sais pas si je suis à un moment donné, j'ai fait, quand je vous ai donné la séquence sur perte, deuil, mort, tout ça, au début de chacun des cours, je faisais ce plan-là au tableau. Crise et suicide. Donc, il va y avoir un bloc de questions sur chacun de ces aspects-là. Je vous suggère, quand vous allez pratiquer, quand vous allez étudier le cas, là, parce que vous avez le cas déjà entre les mains, commencez par identifier la personne qui est suicidaire. Parce que tous les personnages vivent des pertes. Fait que si vous ne choisissez pas la bonne personne, mettons, vous prenez celui qui est suicidaire, puis vous le prenez pour répondre à la question sur perte, mais vous ne trouverez pas l'autre personne qui est suicidaire. Parce qu'ils ont tous ces points-là en commun. Alors, trouvez en premier la personne qui est suicidaire. Alors, quelle est l'information que vous allez chercher? Quelle est la donnée que vous allez chercher dans le cas pour trouver qui est suicidaire? Qui dit quoi? J'ai envie de le suivre. Exactement. Donc, il doit y avoir un message, il doit y avoir un indice de pensée suicidaire. Alors, une personne qui est suicidaire peut avoir des facteurs de prédisposition, comme par exemple un antécédent, ou mettons son père s'est déjà suicidé ou a déjà fait une tentative de suicide par le passé, donc j'ai un antécédent suicidaire. Alors, est-il possible d'avoir des antécédents suicidaires puis pas être suicidaire? Oui. Mais oui. Fait que faites attention, choisissez pas la personne suicidaire juste parce qu'elle a un antécédent suicidaire. Vous allez choisir la personne suicidaire si elle a des pensées suicidaires. Après ça, je vais vous demander,
pour la personne qui est suicidaire, trouver des facteurs de prédisposition. Alors là, vous allez chercher quoi? Les antécédents, puis quoi d'autre? Une balise identitaire ultime. Balise identitaire ultime. Moi, ce que je vous suggère, donc, quand vous allez lire le cas, dans la marge, vis-à-vis du numéro de ligne, écrivez la notion théorique que vous voyez dans les indicateurs. Mettons, si vous voyez un message non-verbal indirect qui démontre une pensée suicidaire, vous allez écrire crise suicidaire, pensée suicidaire, message non-verbal indirect. Moi, dans le cas, je n'écrirai pas Martin exprima un message non-verbal indirect manifestant ses pensées suicidaires. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire en sorte qu'il donne tous les objets importants auxquels il tenait. Il va les donner à ses amis en disant « T'es mon meilleur ami. C'est important. Je te donne ça. » Avec l'ami. Ça marche? OK. Donc, pour suicidaire, il y a un autre concept important aussi, c'est les facteurs précipitants. Est-ce qu'il y a ou non facteurs précipitants? Il n'y a pas toujours des facteurs précipitants, mais s'il y en a un, il faut le trouver. Sur le suicide, est-ce qu'il y a des questions? Alors, faites attention parce que si vous identifiez quelqu'un qui dit « je vais me tirer une balle », puis qu'il n'est pas en crise, mettez-le pas en crise suicidaire. Parce que pour qu'il soit suicidaire, il faut qu'il soit en crise. Maintenant, une fois que vous allez avoir analysé la personne qui est en crise suicidaire, vous allez trouver l'autre personne qui est en crise. Quels sont les indicateurs que vous allez chercher pour... Mettons, vous dites Martin est en crise. Moi, la question, ça va être ça. Identifier un personnage qui est en crise. Il va y avoir une petite ligne. Ça va dire, mettons, Martin. Parfait. Là, je veux dire, justifier votre réponse. Ça va faire quoi? Il faut qu'il y ait un des types de désorganisation. Ça va être ça. L'argument qui va vous permettre de justifier que le personnage est en crise. Maintenant, il y a 3 sortes de désorganisation. Elles peuvent être là toutes les 3. Il pourrait y avoir que 2 types de désorganisation, mais il pourrait en avoir juste un des 3, mais on donne quand même le diagnostic de crise. C'est juste que s'il y a les 3 désorganisations, la crise est plus intense. Mais ce n'est pas parce que la crise est très intense qu'elle est nécessairement suicidaire. C'est une crise intense, point. Alors, quels sont les 3 types de désorganisation que vous allez chercher? Émotionnel, fonctionnel, cognitive. À quoi voit-on qu'une émotion est désorganisée? Comment vous allez trouver ça? Est-ce qu'une émotion intense, c'est désorganisé? C'est pas l'intensité qui fait la désorganisation. Quand on perd le contrôle de son émotion. C'est quand on en perd le contrôle. Donc, l'émotion s'exprime hors contexte. Mettons, la personne pleure devant les enfants, devant ses employés ou devant ses patrons, ou elle fait une colère dans un endroit public, elle n'arrive plus à se contrôler. Elle pose des gestes qu'après la colère, elle va avoir regretté d'avoir posés. Monsieur? Oui? Si une émotion n'est pas exprimée de façon authentique, est-ce qu'on peut l'avoir quand une désorganisation? C'est une très belle question, ça. Est-ce que vous avez compris ça? Non. Elle dit, tu me diras si je reformule correctement, si une émotion n'est pas exprimée de façon authentique,
peut-on conclure que cette émotion est désorganisée? Mais en quoi est-ce qu'on va se baser pour savoir Alors, si c'est authentique? Mettons que tu connais la personne ou le narrateur te révèle que la personne a de la peine, mais elle réagit avec colère, par exemple. Dans un mécanisme de formation réactionnelle, on va exprimer l'émotion inverse de l'émotion authentique que l'on ressent. Alors, est-ce que si je fais du déni, je suis en crise automatiquement? Vous sentez bien que non, hein? On sent bien que non. Alors, intuitivement, c'est intéressant d'avoir la bonne réponse, mais c'est dur quand il faut la justifier. Il faut qu'on sorte de l'intuition pour dire clairement pourquoi. Alors, souvent, les mécanismes de défense, c'est des stratégies pour garder le contrôle. Ça me permet de continuer d'être fonctionnel. Dans ces circonstances-là, non, il n'y aura pas de crise. Mais si la personne bâtit sa vie sur des mécanismes de défense, le pronostic est négatif. Il est prédisposé à faire une crise éventuellement. Il suffirait d'un événement déclencheur qui va le faire éclater. Donc, le manque d'authenticité émotionnelle serait un facteur de prédisposition aux crises. Mais le concept pur là, de facteur de prédisposition, seulement on ne l'utilise pas pour crise, on l'utilise pour les crises de type suicidaire. Est-ce que ça va? Ou ça vous mélange plus qu'autre chose? OK. Alors, une fois que vous allez avoir identifié le personnage en crise, vous allez avoir à identifier celui qui est en deuil. Ça veut dire que vous n'utiliserez jamais l'argument de perte d'objet pour justifier que la personne est en suicide. Ça ne sera pas le bon argument, même si c'est vrai qu'il a perdu un objet. Vous allez utiliser l'argument qui est spécifique à sa catégorie conceptuelle. Donc, en deuil, quel est l'argument qui est spécifique à sa catégorie? Il faut qu'il y ait un objet, pas juste irremplaçable, un objet identitaire ou la perte d'une balise identitaire. Donc, qui n'est pas nécessairement ultime. Alors, à quoi on voit qu'un objet est identitaire? Quand la personne fait des choses comme son modèle, comme sa balise. Ouais, il faut que cette balise, il faut que cet objet-là représente quelque chose de ma propre personnalité, de ma propre identité. Il faut que ça ait été un modèle qui m'a servi pour m'identifier. Je me suis identifié à ce modèle-là. Donc, pour certains, ça va être du linge, ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de résidence. Oui? Mais comment différencier objet identitaire simple d'objet identitaire ultime, étant donné que les deux sont quand même irremplaçables, les identitaires pareils? Oui, c'est une bonne question. C'est quoi la différence entre un objet identitaire et un objet identitaire ultime? C'est ça ta question? Oui. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Ultime, ça veut dire qu'on ne peut pas le remplacer. Ben, un objet identitaire, tu ne peux pas le remplacer. Ça veut dire que c'est le seul qui reste. C'est le dernier qui reste. Mélanie, tu allais dire? C'est ça. En fait, un objet identitaire, c'est quelque chose auquel je me suis identifié. Alors, on s'identifie à plein de choses. On s'identifie à notre pays d'origine, peut-être, à notre langue d'origine. On s'identifie à notre statut de mère ou de conjointe ou notre statut professionnel. Vous avez plusieurs balises identitaires. Votre sexe est une balise identitaire. Quelqu'un qui est androgyne ou transgenre, il y a une balise identitaire sexuelle complètement différente de la vôtre. Les gens qui se définissent par ça. Fait qu'imaginez quelqu'un qui est en questionnement identitaire pour son orientation sexuelle, c'est une grosse balise qui est en train de définir, ou peut-être même de perdre. Parce que, mettons, je me considère comme une femme, j'ai un corps d'homme, c'est une perte énorme. Tu sais, je peux pas, ce corps-là, je ne le veux pas, puis le corps que je voudrais, je ne l'ai pas, ce corps-là.
Fait que c'est des balises identitaires énormes, ça. Ou quand je vieillis, dire le fait que je sois fort, jeune, beau, fringant, c'est une grosse perte identitaire, ça. Même si je me teins les cheveux, puis que je me fais de la chirurgie plastique, puis je m'achète du linge bien dans le mode, je veux dire, il n'y a pas de linge qui va remplacer ma peau, là, qui plisse, puis qui... fait que je perds ça. Fait que si tu te définis par ta maternité, puis que tu arrives à ta ménopause, tu ne peux plus avoir d'enfant, il faut que tu fasses le deuil de ce qui t'a défini. Quand vous avez... Oui? La seule façon de comprendre si c'est ultime ou non, c'est juste poser des questions. Est-ce que vous avez encore quelque chose? C'est ça. Il faut savoir s'il y en a d'autres balises identitaires. Alors, les gens qui sont radicaux, les gens qui sont extrêmes, vont avoir peu de balises identitaires, n'a pas gros. C'est pour ça qu'ils s'acharnent à défendre leurs balises identitaires, parfois de façon violente, pour faire le lien avec la première partie du cours, mais leur besoin est légitime. Ils se définissent par ça, puis si tu leur enlèves ça, c'est comme si tu les tues. Fait qu'au lieu de mourir, ils vont faire sauter la planète. Monsieur, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir comme balise identitaire ultime une balise importante? Supposons que j'en ai plusieurs. Oui. Peut-être je m'identifie à ma mère, à mes enfants, peut-être à mon conjoint, mais que pour moi, la plus importante, c'est peut-être mes enfants, et que je perds mon enfant. Oui. J'ai les Bonne autres. question. Vous souvenez-vous du tunnel où on a plein de moyens, à un moment donné, il n'y en a plus. Alors, ces moyens alternatifs, ils existent. Toutes les balises identitaires ne sont pas éliminées. C'est juste que, étant donné que tu es en crise, suicidaire, c'est une crise, cette crise-là, il y a une désorganisation cognitive, ce qui veut dire que les autres balises qui sont là, tu ne les vois juste plus. Alors, virtuellement, il t'en reste juste une. C'est pour ça que les parents d'un enfant qui s'est suicidé, ils sont blessés doublement parce qu'ils se disent « J'aurais tout fait, pourquoi il ne m'a pas appelé? Même en milieu de la nuit, j'aurais été l'aider. » Et en se suicidant, le jeune, il dit à ses parents « Je ne vous considère pas comme des balises identitaires pour moi. » Mon fils me dirait ça, ça serait épouvantable. Je dis « Voyons donc, je suis le meilleur ami que tu as dans la vie. Puis toi, tu ne considères pas que je suis ton ami. » En fait, effectivement, la balise est là, mais il ne la voit plus. C'est pour ça que l'intervention auprès d'une personne suicidaire, il faut que tu modifies ses perceptions pour le faire régresser dans son tunnel, pour qu'il se mette à voir. Ça peut être même son chat. J'aime mon chat, mais ton chat, si tu tues demain, il n'y aura pas d'eau dans ça. Ah, c'est vrai. Là, tu le fais toffer une nuit. Tu as 24 heures pour retrouver des balises peut-être plus fortes que le chat. En attendant. C'est ça l'idée. Je me rappelle d'une situation où il y avait un gars qui était pendu sur un pont. Il voulait sauter en bas du pont. Puis il y a un policier qui essayait de lui donner la main. Puis le gars refusait de donner la main au policier. Le policier a sorti son gun. Puis il dit « Hey, si tu t'accroches pas près de pont, je te descends. » Le gars, il c'est bizarre, mais écoute, t'essaies de trouver une balise quelque part. N'importe quoi, mais quelque chose pour t'accrocher. Tu sais, quelqu'un te jette une bouée à la mer, tu es en train de te noyer une bouée, puis tu envoies une bouée bleue, mais toi, j'aurais mieux une rouge. Pas la bleue, regarde. Après, elle m'a trouvé une rouge quand tu vas sortir. Prends la bleue, là. En tout cas, bref. Alors, donc, l'objet identitaire et l'objet identitaire ultime, les deux sont identitaires. Donc, ça prend quelque chose de signifiant. Ça peut être banal pour vous, mais pour la personne, là, c'est son identité qui est là-dedans. C'est pour ça que ça prend l'empathie pour comprendre en quoi ça peut être important pour lui. Ça n'est pas pour moi, mais pour lui, je dois comprendre que c'est important. Puis l'ultime, c'est que en perdant celle-là, je perds tout, ce qui a du sens pour moi. Donc, c'est l'objet identitaire. Et cet objet identitaire, évidemment, il n'est pas remplaçable, même par un objet de même nature. Tu ne remplaces pas l'enfant mort en faisant un autre enfant. C'est un autre enfant. Celui qui est mort, il est mort. Fait qu'il faut que tu construises ton identité avec ce vide-là, ce creux-là. Puis l'autre enfant ne vient pas boucher le trou qui manque. C'est un autre aspect de ta vie, complètement différent. Même chose pour le conjoint que tu as perdu. Trouve-en pas un pareil.
c'est condamné à mort comme la perte du premier conjoint. C'est la pire erreur que tu peux faire, trouver un pareil à l'autre. Pas faire ça. Et voilà, perte, c'est plus ou moins intéressant. À comprendre, il n'y aura pas de question juste à perte. Là, je vais faire comme s'il y avait une annonce. Puis je vais faire des fichiers séparés.